Bonjour à tous et bienvenue au colloque 15 ans de recherche en biodiversité, bilan et perspectives. On est très heureux de vous accueillir au nom de la LANVI, l'ANR et la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Et j'appelle tout de suite pour commencer Thierry Damerval, président directeur général de l'Agence nationale pour la recherche. Merci Anne-Hélène. Bien, mesdames et messieurs, chers et chers collègues, Madame la représentante du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Madame la représentante de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, la secrétaire d'État chargée de la biodiversité interviendra en vidéo. Je suis évidemment très heureux de vous accueillir pour ce colloque qui a été organisé conjointement par l'ANR, la FRB et à l'Envie, dont je salue les représentants. Et c'est le fruit d'un long partenariat fructueux entre l'ANR, la FRB et l'Alliance à l'Envie. L'objectif de ce colloque, c'est de dresser le bilan des recherches que l'on a soutenues depuis la création de l'agence en 2005, mais aussi de proposer des perspectives de recherche pour l'avenir. La biodiversité est évidemment une réalité qui nous entoure, c'est un enjeu majeur lié aux transitions écologiques et sociétales, et c'est en parallèle un objet d'étude scientifique qui fait appel à de nombreuses disciplines. C'est aussi un concept en constante évolution, un terme vivant par lui-même qui fait l'objet de nombreuses discussions scientifiques, tant sur la diversité des champs de recherche impliqués, leur dynamique, que sur les formes de biodiversité qui sont étudiées ou encore sur les types de collaborations scientifiques menées par les communautés impliquées, avec cette dimension d'interdisciplinarité qui est importante. Toutes ces questions et bien d'autres feront l'objet d'échanges et discussions lors de ce colloque, notamment lors des 4 sessions thématiques. Pour alimenter ces discussions, une étude rétrospective a été réalisée pour mettre en évidence, connaître les types de projets de recherche sur la biodiversité qui ont été soutenus par l'ANR depuis 2005. Ce bilan, il identifie à la fois le niveau d'engagement, la diversité des équipes, des travaux menés, les thématiques scientifiques explorées, et cela aussi afin de mieux repérer les manques en termes de connaissances. Les résultats montrent qu'entre 2005 et 2022, 1770 projets ont été financés dans le cadre du plan d'action pour un total de près de 700 millions d'euros. 55% des projets sont financés dans le cadre d'appels non thématiques, et j'insiste sur le fait qu'aujourd'hui, l'appel à projets génériques est ouvert à toutes les disciplines scientifiques sur une base libre. On soutient des projets conçus par les chercheurs sans être prescriptifs. Il faut aussi noter que 21% des projets sont financés via des programmes internationaux comme Biodiversa, Prima, la GPI Climate et le Belmont Forum. Cette dimension, elle est aussi très importante parce que ce sont des consortia entre agences de financement, et il est évidemment essentiel qu'on soit partie prenante de ces consortia pour permettre aux équipes françaises d'être impliquées dans des projets collaboratifs multilatéraux cofinancés par les différentes agences. Et je rappelle et je salue Anne-Hélène que l'ANR assure la coprésidence du Belmont Forum depuis maintenant 1 an. Cette dimension internationale, elle est très importante, évidemment, pour, je le répète, permettre aux équipes françaises d'être présentes. Elle est importante dans le soutien. Notre action, c'est aussi le soutien de projets collaboratifs nationaux, le soutien à l'émergence de nouvelles équipes via jeunes chercheurs, jeunes chercheuses. Et c'est aussi, et ça c'est un axe en cours de développement, la déclinaison, c'est important, que ce soit sur le changement climatique, sur les questions de biodiversité, la déclinaison locale, territoriale, via des partenariats qu'on a avec des régions, où je vais donner l'exemple aujourd'hui sur l'appel qui s'est clos la semaine dernière sur les aires maritimes protégées dans l'océan Indien. Bien entendu, ça concerne des territoires ultramarins français, mais c'est aussi en partenariat, et là je réinsiste sur l'importance d'avoir des interactions avec d'autres agences de financement, mais c'est en partenariat avec la National Research Foundation d'Afrique du Sud, avec le Mozambique, la Tanzanie, le Kenya, et ça associe les différents territoires du sud de l'océan Indien sur les questions de biodiversité dans les aires maritimes protégées.
La période 2020-2022, elle apparaît aussi comme une période charnière pour un futur de la recherche sur la biodiversité. Sur le plan mondial, là aussi avec 2 appels Biodiversa, sur les évaluations scientifiques marquantes, évidemment, qui ont été effectuées par l'IPBES. Et c'est aussi au niveau national la 3e édition de la stratégie nationale de la biodiversité. La secrétaire d'État chargée de la biodiversité, je pense, l'évoquera dans un instant. L'ensemble des résultats et des points saillants de cette analyse rétrospective seront évidemment présentés lors de ce colloque. Je voudrais aussi souligner le travail de prospective qui a été conduit par la FRB à l'Envie, qui sera également présenté. Il ouvre des voies de réflexion pour faire des propositions de direction de recherche, d'orientation pour l'avenir. Il est important aussi d'indiquer que la biodiversité est un thème qui occupe une place importante aujourd'hui dans France 2030, précédemment les investissements d'avenir. Il y a 10 objectifs qui permettent de mieux produire, mieux vivre et comprendre le monde. C'est l'ensemble des 54 milliards de France 2030. Mais il y a également eu depuis 107 projets financés dans le cadre des investissements d'avenir pour 450 millions d'euros de financement sur ce thème, la biodiversité, qui est également aujourd'hui porté en partie ou entièrement par 3 programmes prioritaires de recherche. Océan et climat porté par le CNRS et l'IFREMER, cultiver et protéger autrement porté par INRAE, et puis il y a également l'action MOBGAB, Make Our Planet Great Again, dont un certain nombre de projets concernent directement la biodiversité. Et à travers les différents PEPR, il y a des actions importantes qui seront mises en place. Vous n'ignorez sans doute pas les réflexions, et plus que les réflexions, il devrait y avoir des annonces demain sur les agences de programme, et la biodiversité devrait bien entendu y occuper toute sa place. La brochure qui vous a été donnée ce matin synthétise l'ensemble des données et des éléments que je viens brièvement de rappeler. Je vous invite donc à la consulter, ainsi que l'étude scientifique sur 15 ans de financement de la recherche en biodiversité et la prospective scientifique document porté par la FRB dans le cadre d'Alenvie. Donc je vous souhaite d'excellents échanges, un très bon colloque. Je tiens à remercier tout particulièrement Anne-Hélène Prieur-Richard, Anne Yoto, Fabrice Imperiali à l'ANR et les équipes de la direction de la communication. Vous priez, très honnêtement, j'aurais bien aimé rester pour écouter les exposés, les échanges. Malheureusement, je suis sincèrement désolé, mais je suis obligé de vous quitter vers 9h30. Mais en tout cas, à nouveau, je vous souhaite de très bons échanges, un très beau colloque. Et je vous remercie et je vais laisser la parole à Aurélie Delaveau, responsable du pôle sciences et communauté de recherche à la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Merci beaucoup. Merci. Tout d'abord, je voudrais présenter l'excuse d'Hélène Soublé, qui ne pouvait pas être présente avec nous dans ce début de matinée. Et puis, mesdames, messieurs, bien sûr, je vous salue. Et je remercie également les intervenants et puis vous tous, participants. Et un grand merci aussi aux co-organisateurs. Alors, vous allez le voir, la FRB, la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, est fortement impliquée dans les travaux qui vont vous être présentés. Alors, pourquoi ? J'ai envie de dire à 3 titres. Déjà parce que c'est une fondation de coopération scientifique, c'est votre fondation, qui a pour mission de soutenir et d'agir avec la recherche. Alors c'est un lieu utile, bien sûr, pour associer des forces et des expertises académiques d'horizons variés. Ce fut le cas notamment avec le conseil scientifique qui a été le cœur du groupe d'enjeux transversal d'Alenvie qui a mené la prospective qui vous sera présentée par Ophélie Ronce. C'est aussi un lieu idéal finalement pour prendre du recul sur le paysage de la recherche en biodiversité. Donc ça, ce fut le cas avec la collaboration que nous avons réalisée avec l'ANR pour réaliser le bilan de 15 ans de recherche qui vous sera présenté par Anne Yoto. Et puis enfin, la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, c'est entre guillemets un objet nécessaire pour accroître et transférer les connaissances sur la biodiversité,
et agir comme interface science-société. Alors cette interface, elle se manifeste de différentes façons. Alors déjà par le dialogue, bien sûr, entre le conseil scientifique et puis le comité des parties prenantes, mais aussi par la co-construction de projets partenariaux, avec la mise en place notamment d'une plateforme dédiée qui ouvrira en janvier 2024. Donc je vous invite à vous y intéresser, à vous y pencher. Et puis aussi par la montée en puissance des formations, tant à destination des chercheurs que des agents de la fonction publique, tant à destination d'étudiants en master que personnes positionnées dans les entreprises. Donc l'AFRB, c'est un espace d'échange sans société, mais aussi de discussion entre parties prenantes diverses, publiques, privées, sociétés civiles, et qui sont parfois polarisées par ailleurs. Alors, science-société, un des deux, vraiment, il faut être à l'écoute. En effet, bien sûr, vous êtes bien placé pour le savoir, la recherche française contribue significativement à l'avancée des connaissances dans le domaine de la biodiversité, diversité du vivant et de ses interactions à tous les niveaux d'organisation. Alors, les sciences de la biodiversité, on parle bien des sciences, de l'anthropologie aux sciences de l'évolution, ont un rôle fondamental à jouer. Elles permettent d'étudier et de comprendre au mieux les réseaux socio-écologiques que non-humains et humains ont construits. Et puis la recherche scientifique, elle se mobilise aussi sur des questions sociétales majeures, donc climat, énergie, eau, agriculture, santé. Donc c'est au regard des enjeux contemporains, à la fois de connaissance et de compréhension, mais aussi de réponse aux défis sociétaux, qu'il nous paraissait important de faire un bilan des thématiques travaillées dans les projets de recherche financés ces 15 dernières années. Notons aussi que le paysage de la connaissance et de la recherche a fortement changé ces dernières années. Ça a été évoqué, notamment avec les évaluations de l'IPBES, le développement du groupe d'observation de la Terre GEO, qui promeut de nombreuses notions, concepts, qui invitent à une vision assez holistique. Et puis le lancement de Biodiversa Plus dans la suite des différents Biodiversa. Et puis encore d'autres initiatives qui seraient trop longues d'évoquer ici. Alors, ça montre aussi l'importance de la biodiversité, qui en plus est venue vraiment au devant de la scène avec la crise sanitaire récente, qui positionne vraiment la période 2020-2022 comme charnière, comme ça a déjà été mentionné. Donc à tout cela, bien sûr, s'ajoute la nécessité et la volonté aussi pour les citoyens, les acteurs privés, de mieux protéger la biodiversité sous toutes ses facettes. Donc cela se traduit dans les différentes cibles du récent cadre mondial de la biodiversité, adopté lors de la COP15, qui identifie bien les pressions majeures à réduire et la mobilisation nécessaire de la société. Alors, du coup, une actualisation des projections et des perspectives de recherche s'avérait donc nécessaire. Donc c'est l'ambition de la prospective qui vous sera présentée. Joindre rétrospective et prospective, et se projeter le plus concrètement possible dans un monde qu'on sait très incertain. C'est aussi l'un des objectifs du programme que je qualifierais d'exploratoire, scénario numéro 2, que la FRB a lancé en 2022 avec des chercheurs de différents organismes, et qui vise à élaborer avec et pour les acteurs des scénarios territorialisés à l'horizon 2050. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ce programme ? C'est parce qu'en tout cas, le sujet scénario sera travaillé par le Belmont Forum en vue d'un possible appel à projet dédié à scénario et océan, et que ça peut vous intéresser. Voilà, donc l'AFRB s'inscrit dans ce mouvement, dans une approche qu'on peut dire globale, pour appuyer les forces françaises, pour développer les recherches à la fois systémiques, inclusives, participatives et transdisciplinaires. Donc voilà, pour finir, au nom de la présidence de l'AFRB, de sa direction, de l'équipe, notamment des personnes impliquées dans les travaux qui vont vous être présentés, eh bien, je vous souhaite un excellent colloque. Madame la secrétaire d'État, Sarah El Haïry, a eu un empêchement, donc elle nous a envoyé une petite vidéo pour ouvrir le colloque de sa part.
prenez aujourd'hui un pas de recul pour analyser méthodiquement près de 15 ans d'années de financement de projets de recherche par l'Agence nationale de recherche. Vous posez sur la table la façon avec laquelle vous avez accompagné et soutenu la recherche sur le vivant. Et votre initiative, elle est nécessaire à l'heure où nous venons de dévoiler, avec la Première ministre, la stratégie nationale biodiversité 2030. Cette stratégie, elle s'appuie d'ailleurs sur la science. Et d'une certaine manière, vos contributions, vos conclusions à la connaissance sur les enjeux liés à la biodiversité sont essentielles. Elle est le plan d'action du gouvernement qui vise à stopper puis à inverser l'effondrement du vivant. Pour cela, nous agissons avec l'ensemble des acteurs qui ont un impact sur la biodiversité ou bien qui consacrent leur quotidien à la connaître, à la travailler et finalement à la faire reconnaître. La recherche scientifique a donc toute sa place dans cette stratégie. Elle sera d'ailleurs un des leviers essentiels pour atteindre nos objectifs et orienter les choix politiques. Par vos travaux de description, d'explication, de compréhension, de contrôle, mais aussi de prospective, votre contribution est clé. Nous vivons pourtant, et je le regrette profondément, une période où valoriser la science ne va pas toujours de soi. Pour ma part, je ne fais pas partie de ces groupes qui fondent leurs actions sur autre chose que sur la science. Mon ministère est naturellement celui de la mesure, du pilotage, de l'efficacité de l'atteinte des résultats. Mes cibles et mes décisions sont d'évidence toujours fondées sur la science et sur ce qu'elle nous enseigne. Au-delà de la connaissance scientifique que vous apportez aux différents acteurs, j'ai aussi besoin de créer le cadre d'une recherche plus applicative pour accompagner les besoins d'innovation des entreprises qui font pivoter leur modèle économique et leur modèle d'affaires. C'est pour cela que j'ai réuni plus de 200 entreprises de toute taille. Elles ont toutes pointé la nécessité de l'innovation pour accompagner la transformation écologique. Le pari de l'innovation, c'est une gageure pour la recherche en biodiversité. Nous devons totalement ouvrir les différents domaines de la science pour faire travailler entre eux. Les écologues avec les ingénieurs, les biologistes avec les économistes, les naturalistes avec les politistes. L'interdisciplinarité est pour moi un facteur clé pour développer l'innovation fondée sur la nature, mais aussi pour que chaque chercheur puisse rencontrer dans sa carrière, d'une certaine manière, la biodiversité et de s'en emparer pour participer à nos objectifs collectifs de restauration et de préservation. Je suis convaincue que nous devons rompre une frontière encore trop présente entre les sciences de la nature et les sciences humaines. Mesdames, Messieurs, vous le voyez, mon ambition pour la recherche scientifique française en matière de biodiversité est simple et ambitieuse. D'une part, faire le pari de l'innovation pour renforcer le suivi de notre biodiversité, mais aussi pour accompagner nos entreprises. Et de l'autre, c'est le sens de l'annonce que nous avons portée avec Christophe Béchu en faveur d'un recensement de toute la biodiversité en France. Ce recensement se basera sur des technologies de rupture comme l'ADN environnemental et des méthodes naturalistes qui font la robustesse des analyses écologiques. D'autre part, faire le pari de l'interdisciplinarité et ouvrir la recherche en biodiversité aux sciences humaines. Je vous remercie pour votre mobilisation et surtout, je vous souhaite d'excellents travaux. Donc maintenant, je suis très heureuse d'accueillir la représentante du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Anne Pech, qui est chef du département secteur environnement, agronomie, écologie, sciences du système Terre et de l'univers au sein du service de la stratégie de la recherche et de l'innovation. Bienvenue. Merci Anne-Hélène. Je dois dire qu'on peut simplifier en disant environnement-univers, ce qui me vaut les colibés de mes amis, souvent. Mais voilà. Bonjour à tous. Madame la secrétaire d'État, donc elle était présente avec nous par visio. Monsieur le PDG de l'ANR, monsieur le président d'Alenvie et monsieur le PDG du CNRS qui nous rejoignent et que je salue tout de suite, qui nous rejoignent tout à l'heure, et madame la représentante de la Fondation de la recherche pour la biodiversité. Je vous remercie d'excuser l'absence de madame la ministre Sylvie Retailleau qui n'a pas pu se joindre à nous ce matin. Je suis très heureuse de participer à l'ouverture de ce colloque dont la thématique, la biodiversité, est au cœur des actions du ministère dans le domaine de l'environnement.
À l'heure actuelle, la biodiversité est le plus souvent associée à l'idée de crise majeure en lien avec les changements globaux subis par notre planète. Cependant, la compréhension de l'impact de ces changements globaux ne prend de sens que parce que l'étude de la biodiversité s'inscrit dans une longue histoire naturaliste qui débute dès l'Antiquité. Les recherches autour de la biodiversité connaissent depuis plusieurs décennies un essor important, avec les études génétiques, bien entendu, l'étude des relations entre les espèces, l'écologie fonctionnelle ou les études sur les relations entre biodiversité et société humaine. L'acquisition de connaissances s'appuie aussi maintenant sur de nouvelles techniques innovantes, comme l'ADN environnemental ou la bioacoustique, voire même font appel à l'IA. Le ministère soutient fortement la recherche sur la biodiversité via l'implication donc de ces organismes de recherche, les moyens financiers qui sont alloués à l'ANR, le soutien direct ou indirect apporté à des plateformes gouvernementales telles que l'IPBES ou à des fondations comme la FRB. Le plan d'action de l'ANR ou les investissements qui ont été débloqués via France 2030 ont permis l'allocation respectivement de 693 millions d'euros en 20 ans, on va arrondir ça à 35 millions par an, et depuis 2010, un accroissement de ces financements qui ont été alloués aux équipes de recherche françaises via donc France 2030 pour un budget total de 450 millions. En coût complet, l'investissement réel peut être estimé comme étant à peu près en moyenne 3 fois supérieur, puisque souvent on parle là de financement direct et on ne parle pas bien entendu de coût complet. Le ministère soutient également la recherche sur la biodiversité par la mise en place d'infrastructures de recherche inscrites pour certaines dans la feuille de route ESFRI, par exemple l'ANAE, ou par la mise en place des zones ateliers en réseau. Mais aussi, il soutient la recherche sur la biodiversité en permettant la mise en place de réseaux européens dans le cadre des nouveaux partenariats d'Horizon Europe, et on en a déjà parlé, par exemple Biodiversa Plus. Et enfin, via des programmes internationaux, et Thierry Damerval l'a aussi évoqué, Prima, le Belmont Forum, etc. Je souhaite d'ailleurs remercier l'ensemble des chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs, techniciens et administratifs d'ailleurs, qui permettent de, entre guillemets, faire tourner la boutique. Et donc je souhaite remercier tout le monde, de tout le SR, pour permettre à la recherche française d'être au meilleur niveau, ainsi qu'en attestent les taux de réussite dans les appels nationaux et européens. Comme vient de le mentionner Madame la secrétaire d'État à la biodiversité, le gouvernement a récemment lancé la 3e édition de la SNB, Stratégie nationale de la biodiversité, au sein de laquelle la recherche joue un rôle clé. Le ministère en charge de la recherche copilote avec le ministère en charge de l'écologie la mesure consacrée aux besoins de connaissances sur la biodiversité, développer et valoriser la connaissance sur la biodiversité auprès de l'ensemble de la société. Dans ce contexte, le colloque 15 ans de recherche en biodiversité, bilan des financements et perspectives auxquels vous êtes présents, permet d'alimenter nos réflexions sur les besoins de recherche et les approches nécessaires pour accélérer la production de connaissances sur la biodiversité et leur utilisation dans le soutien à la décision publique et les actions de gestion. Le ministère attachera une attention particulière aux conclusions de ce colloque, qui viendront très utilement compléter les conclusions des prospectives déjà réalisées par les organismes ou la FRB. Je vous souhaite des discussions fructueuses. Merci. Merci beaucoup à toutes et tous pour ces mots d'introduction. Et puis, on va commencer à la partie plus... rentrer dans le vif du sujet. Et alors, je le dis maintenant, et ce sera pour l'ensemble des personnes qui viendront sur l'estrade, donc également dans les tables rondes. Il y a des minuteurs qui vont s'allumer au bout d'un moment sur le... Donc, ne prenez pas peur, c'est normal. Donc, le premier orateur est Paul Ledley, qui est professeur d'écologie à l'université Paris-Saclay, qui coordonne également actuellement un des centres d'excellence, le CEBASC, pour Centre d'études interdisciplinaires sur la biodiversité, l'agroécologie, la société et le climat. Et Paul a une longue carrière de recherche sur les impacts des changements globaux sur la biodiversité et en particulier des interactions entre biodiversité et climat. Cette expérience de recherche s'est ensuite
a été complémentée en fait par une forte implication dans des différentes interfaces sciences politiques, société, et en particulier au sein de la Convention sur la diversité biologique, qui est une des 3 conventions de Rio, pour lequel il a coordonné différents documents préparatoires, notamment des chapitres dans le Global Biodiversity Outlook, qui est une grosse synthèse qui a été publiée jusque récemment. Et puis également au sein de, on a parlé de l'IBES déjà, donc de cette plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques, au sein duquel il a bien évidemment travaillé sur plusieurs des rapports qui sont sortis, mais il a également, en reconnaissance de son expertise et de son implication, fait partie du groupe d'experts multidisciplinaires qui a un rôle de conseil auprès des parties prenantes de l'IBES. Paul, c'est à toi. Donc, merci Anne-Hélène, merci aux organisateurs d'avoir m'invité. Vaste sujet, l'état de biodiversité. Donc, j'ai décidé de me focaliser sur ce qui est fait dans le cadre de l'IPES et plus globalement les évaluations à l'échelle globale. Donc, pourquoi cette perspective? Parce que ces évaluations, donc à la fois les constats, sont des constats qui sont partagés entre les scientifiques, entre les parties prenantes et les gouvernements. Et donc, quelque part, ça reflète à l'échelle internationale le constat et aussi les priorités qui sont fixées en termes de connaissances. Je veux nullement dire, partir de ça, que ça devrait être des objectifs le plus important pour la recherche en France. Et bien sûr qu'il y a une introduction qui est absolument nécessaire pour venir à l'échelle nationale, à l'échelle territoriale. Et c'est, étant donné le sujet extrêmement vaste, c'est pas du tout exhaustif non plus. Donc, c'est moi qui ai le... Donc, d'abord, un petit état. Donc, on le connaît tous, mais peut-être... Oula. Je fais tomber des choses déjà. Donc, un petit constat, on partage tous, mais je pense que ça vaut la peine de le rappeler. Donc, je vais juste prendre un constat qui vient de le Global Biodiversity Outlook 4, que j'ai coordonné pour la Convention sur la diversité biologique. Et c'est peut-être un constat qui n'est pas tout à fait suffisamment reconnu. Donc ici, vous avez notre évaluation de l'état de la biodiversité et les projections statistiques vers 2020. Donc cette étude a été faite en 2014. Et on voit, dans States, c'est l'état de la biodiversité. Donc toutes ces tendances sont négatives. Donc la biodiversité est en crise. Mais ce qui n'est peut-être pas suffisamment reconnu, c'est qu'on regarde les réponses. Notre évaluation est qu'il y a une progression extrêmement importante dans les réponses à cette crise de biodiversité. Il y a eu une augmentation assez importante de surface en aire protégée, des financements pour la conservation des espèces. Donc, pourquoi ça ne marche pas? C'est parce que sur les pressions, sur l'utilisation des terres, sur la pêche, sur le changement climatique, on ne progresse pas. Donc, du coup, on fait beaucoup pour la conservation, mais on ne sort pas de ce silo pour traiter les causes fondamentales de perte de biodiversité. Et c'est le constat de l'IPES. Donc, juste pour rappel, l'IPES a identifié les facteurs les plus importants qui pilotent la perte de biodiversité. Donc, en milieu terrestre, c'est surtout le changement d'utilisation de terre. En milieu marin, c'est surtout l'exploitation directe de ressources. Et si on traduit ça plus concrètement, cette crise de biodiversité, bien mise en évidence, est liée avec nos systèmes, principalement nos systèmes alimentaires. On ne produit pas de façon durable, ni sur la terre, ni en mer, et on ne consomme pas de façon durable, et on gaspille. Et tout ça crée cette perte de biodiversité, cette crise de biodiversité. Donc, pour l'agriculture, par exemple,
c'est le premier facteur de modification d'utilisation de terre. Il contribue à peu près un quart des émissions de gaz à effet de serre quand on prend en compte l'ensemble du système alimentaire. Il est responsable en très grande majorité de pollution par l'azote et par les pesticides. Et il est très grand consommateur d'eau, de loin le plus grand à l'échelle planétaire. Et en mer, c'est surtout la pêche qui pilote la perte de biodiversité. Donc c'est extrêmement important de garder ça en tête quand on parle de la crise de biodiversité. Et donc, juste pour insister, ce n'est pas que IPBES qui le dit, et ce n'est pas que l'échelle globale, c'est aussi à l'échelle d'Europe. Donc, très rapidement, c'est une évaluation qui a été faite par l'Europe sur l'état de la nature, sur les différents habitats, sur les différents groupes d'espèces, avec les différents facteurs qui pilotent la perte de biodiversité. La taille et les couleurs de ces petits carrés est liée avec l'importance de ces facteurs sur la perte de biodiversité. Je pense qu'il est assez évident, pas pour tous, mais pour presque la globalité de ces indicateurs, c'est l'agriculture sur le milieu terrestre qui est le premier responsable de perte de biodiversité. Et ce qui profile est peut-être à petite échéance, c'est le changement climatique. Je vais donner juste quelques exemples, surtout les dégradations très fortes de récifs coralliens qu'on voit déjà liées avec l'augmentation de la température et de l'acidification des océans, mais aussi des projections qui sont assez négatives concernant la possibilité que le changement climatique va piloter l'extinction. Donc, ce deux grandes choses à garder en tête, système alimentaire maintenant, changement climatique dans l'avenir proche. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Et si l'IPBES, je pense que le constat, c'était extrêmement important, mais je pense qu'en termes de grands messages, peut-être le plus important, c'était qu'il était plus possible de traiter les crises de biodiversité à travers des mesures de conservation vues dans ce silo de conservation. Il fallait des changements transformateurs de toute notre société. Donc, et ces changements transformateurs, bien sûr, il faut avoir de durabilité dans notre système alimentaire, à la fois dans la production et la consommation. Il faut atteindre les objectifs de Paris sur le changement climatique et il faut changer aussi des valeurs qui sont associées, comprendre et changer les valeurs qui sont associées avec la biodiversité, les subventions néfastes pour la biodiversité, entre autres. Donc cette idée de changement transformateur ne paraissait pas, par exemple, dans l'évaluation de GIEC, c'était plutôt les transitions un peu douces, sans forcément vraiment mettre en avant cette nécessité de changement profond. C'est aussi un changement de réflexion. Ce n'est pas un problème de conservation en tant que tel, c'est un problème de société de façon globale. Donc, quelles sont les solutions? Donc, on travaille depuis un petit moment dans le cadre de Future Earth, mais aussi avec la Convention sur la diversité biologique, avec IPBES sur les scénarios. Le scénario aussi a joué un rôle important dans la réflexion de l'FRB, LANR et le Belmont Forum jusqu'à maintenant. Et je voulais donner juste un exemple de ce qui a été transformé. Au lieu de juste d'utiliser des scénarios développés par le GIEC pour essayer de voir quel était l'impact sur la biodiversité, on a transformé cette réflexion de voir s'il était possible d'avoir un avenir positif pour les humains et la nature. Et donc, c'est une réflexion qui est totalement différente. C'est pas l'avenir va être pourri ou vraiment extrêmement pourri. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte qu'il y ait un avenir meilleur pour la biodiversité et aussi pour les humains? Et donc, je donne ce schéma, donc c'est très schématique, de comment on peut, ce qu'on a dit en anglais, bend the curve, d'avoir un avenir positif pour la biodiversité. Bien sûr, il faut faire la conservation et la restauration. C'est une brique absolument essentielle dans tout ça, mais il faut avoir aussi la production et consommation durable. Si on n'a pas ces éléments-là, ça ne marche pas. Et donc, je vais aller très rapidement sur plein de diapos, toutes mes excuses. C'est juste pour montrer
que ça, ce n'est pas juste un joli schéma, qu'il y a de sérieux derrière. Et surtout, ce qui est extrêmement important, c'est qu'à l'échelle globale, la grande majorité des Integrated Assessment Models, donc c'est des modèles qui sont utilisés à l'échelle planétaire pour étudier le changement climatique surtout, maintenant, la quasi-totalité intègre depuis quelques années, et que depuis quelques années, des éléments de biodiversité, des modèles de biodiversité. Et donc, l'un des, peut-être des études les plus importantes avec ça, c'est des modèles Integrated Assessment Models avec la biodiversité dedans, et ils ont étudié l'impact de conservation et des mesures sur la consommation et production, surtout dans le système alimentaire, pour voir ce qui était nécessaire pour avoir de changer la tendance de perte de biodiversité. Et ce qui était extrêmement intéressant, c'est la première fois où il y a une comparaison entre plusieurs scénarios et plusieurs modèles pour le faire. Donc, ce n'est pas juste un seul groupe qui a fait, c'est un consortium de groupes qui travaillent sur ce type de modèle. Et très rapidement, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ligne jaune, c'est qu'est-ce qui se passe quand on change à la fois la conservation, consommation et production durable. Ligne gris, c'est ce qu'on fait business as usual, donc on ne fait pas grand-chose. Et le résultat, et je vais zapper très vite sur ce diapo, le résultat est qu'il est plausible de changer cette tendance. Et qu'est-ce qui est nécessaire? Il faut qu'on change nos régimes alimentaires, il faut qu'on change nos manières de produire des aliments sur terre et en mer, et on peut avoir ce changement de tendance, c'est plausible. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce diapo-là non plus. Si vous êtes intéressé, c'est un papier qui est sorti en 2021. Et l'humain, dans tout ça, ce qui est très intéressant, c'est que le meilleur avenir pour l'humain peut être facilement couplé, et parfois plus facilement couplé, avec ces changements transformateurs que sur les tendances actuelles. Donc, ce qui est extrêmement important, c'est que ces modèles commencent à prendre en compte pas juste le climat, biodiversité, mais l'ensemble des cibles de développement durable. Juste un dernier diapo. Une fois de plus, je ne les décris pas. Même message. Si on fait que de la conservation, donc ça c'est un résumé de 8 études de ce type-là, un avenir positif pour la planète et pour les humains. Même message. Si on fait que de conservation, on ne change pas énormément des tendances actuelles. Il faut faire des changements transformateurs. Et notre peur est que même avec le cadre global sur la biodiversité qui est adopté à Montréal, qu'on va faire que de la conservation. 30% des aires protégées en terre et en mer, et le reste. Donc, dernière diapo sur les scénarios, parce que je travaille beaucoup sur ces scénarios. Dans le cadre d'IPES, on a créé cette réflexion sur les avenirs positifs qui s'appelle le Nature Futures Framework. Et si vous êtes intéressé par ça, éventuellement sa traduction ou pas, dans les scénarios à l'échelle nationale et locale, je vous dirige vers ces... mais l'objectif, une fois de plus, c'est d'avoir une discussion autour des avenirs positifs. Qu'est-ce qui est nécessaire pour les avenirs positifs? Et il y a une perspective assez intéressante que je vais juste souligner parce qu'il y en a plusieurs, mais le scénario after biodiversité est assez intéressant dans le contexte à la fois de climat, biodiversité et système alimentaire. Donc, à partir des évaluations de l'IPBES, j'ai identifié 4 défis parmi d'autres. Donc, qu'est-ce que les gouvernements, les ONG, d'autres parties prenantes et les scientifiques pensent que sont des priorités? Donc, première priorité, c'est de comprendre les synergies, mais aussi les trade-offs entre les différents grands défis environnementaux et sociaux. Donc,
C'est pour ça que les États ont demandé IPBES de faire une évaluation dite de Nexus Assessment sur le lien entre biodiversité ou système alimentaire et santé, avec un petit peu de changement climatique. Et donc, pourquoi? Parce qu'il faut quand même, à un moment donné, faire des arbitrages souvent entre ces différents objectifs. Et pour l'instant, on n'a pas suffisamment de science, et surtout suffisamment de science qui est amenée à l'attention des décideurs pour faire ces arbitrages. Et surtout, la biodiversité, souvent, il ne pèse pas suffisamment lourd dans ces arbitrages. On va mettre en avant le climat, la santé, et où se trouve la biodiversité dans ces arbitrages. Et ce qui est important, c'est de faire passer le message que la biodiversité, donc un arbitrage biodiversité-climat par exemple, des mesures pour la conservation de la biodiversité sont très souvent positives pour le climat. Mais il y a quelques arbitrages à faire. Sur le déploiement massif de bioénergie, par exemple, ça pose des graves problèmes pour la biodiversité. Et ça, c'est peut-être pas suffisamment évoqué quand on discute de l'importance de la bioénergie comme un moyen d'atténuer le changement climatique. Quand on parle de biodiversité aussi, ces liens avec la santé humaine, soit à travers le régime alimentaire, soit à travers des maladies, sont connus, mais peut-être pas suffisamment pris en compte quand on parle de cette crise de biodiversité. Donc il faut vraiment prendre ces synergies et ces trade-offs en compte et faire en sorte que dans les arbitrages, la biodiversité pèse plus lourd. Au moins, il a sa place à la table. Deuxième chose, la première cible de le cadre global sur la biodiversité est de faire de Integrated Biodiversity Inclusive Spatial Planning. Donc, spatial planning, la planification spatiale, c'est quoi? La plupart des États ne savent pas exactement ce que c'est le Biodiversity Inclusive Spatial Planning. Et ce qu'on sait à travers certains États qui ont beaucoup investi dans la science de ça, l'Australie par exemple, est que c'est très difficile à mettre en œuvre. Donc, la science derrière ça, donc comment on va mettre en œuvre la planification spatiale qui prend en compte correctement la biodiversité est un énorme défi pour la communauté scientifique, mais aussi pour des décideurs et les citoyens. Donc, ça va être un peu tard, mais l'évaluation de l'IPBES sur cet objectif est planifiée pour 2027. Troisième grand défi, c'est du mainstreaming. Donc, comment faire en sorte que l'ensemble des acteurs prennent en compte de la biodiversité. Ici, c'est un petit diagramme que j'ai pris de l'OECD. Mais l'IPBES va faire une évaluation sur business and biodiversity. Donc, quelles sont les interdépendances des entreprises et de la biodiversité? Donc, on commence à le faire. Donc, le CDC Biodiversité fait un travail remarquable, l'FRB aussi sur cette question-là, mais on reste avec quand même beaucoup d'interrogations de comment les entreprises peuvent mieux prendre en compte la biodiversité dans leurs pratiques. Et on a besoin d'une réflexion qui est multi-échelle, cette gouvernance, quelles sont les interactions entre les gouvernances des différentes échelles, entre le local et l'international. Et finalement, quatrième défi, les questions de valeur. Donc, on n'a pas suffisamment traité on est confronté à une diversité de valeurs, une façon d'évaluation de diversité qui est extrêmement important. Et je pense que les décideurs sont démunis en face de ces réflexions, ont besoin d'une vraie réflexion sur la nature des valeurs associées avec les biodiversités. Et je vous laisse lire le constat de l'évaluation de l'IPBES sur la valeur. Ils ne sont pas forcément bien pris en compte. Ou même typiquement pas.
Et donc, peut-être dernier petit commentaire sur le cadre global de biodiversité qui est adopté à COP 15 en décembre 2022. Si on lit cet document, il est extraordinaire. Les cibles qui sont fixées dedans sont de nature transformateur. La question est, est-ce qu'on va la faire? Donc, j'ai travaillé sur les cibles Aichi qui étaient fixées en 2010 par les conventions sur la diversité biologique. On n'a atteint presque aucun de ces objectifs. Et pour certains, par exemple, les subventions qui sont néfastes pour les biodiversités, liées à la pêche et à l'agriculture, on a fait 0 progrès. 0. Donc, est-ce qu'on va mettre en œuvre ça ou est-ce que c'est juste des vieux vœux pieux? Voilà, on voit que je suis aussi américain d'origine. Voilà, merci pour votre attention. Donc, si j'ai bien compris, je reste pour quelques questions. Il y a des micros, si ça fonctionne, il y a des micros qui circulent, donc n'hésitez pas. Oui, bonjour, Marie-Christine Cormier-Salem, je suis directrice de recherche à l'IRD en sciences sociales. Merci Paul pour cette conférence introductive et puis de bien mettre en valeur effectivement les rapports de l'IPBES. Ce que je trouve très frappant dans ce que tu as présenté, c'est qu'on voit que les principales menaces sont aussi les principales solutions. Et je trouve que c'est très intéressant que tu aies mis l'accent sur les systèmes alimentaires, surtout dans le contexte actuel où il y a une augmentation mais dramatique de la précarité alimentaire. Tu as mis en avant beaucoup de rapports de l'IPBES. Et alors moi, j'en citerai un autre je trouve dont le titre même était vraiment très intéressant puisque c'est le rapport sur l'usage durable des espèces sauvages, oui, où on voit bien... Non mais... que, effectivement, encore une fois, tu mets l'accent sur le fait que l'agriculture et la pêche sont les principales menaces. Mais ça, peut-être, il y a aussi, donc là aussi, il y a des messages positifs en montrant que on peut effectivement faire en sorte que, et ce rapport met en avant effectivement les facteurs de la durabilité, de la pêche, de la chasse, de la cueillette, et montre l'importance notamment de toutes ces activités, de tous ces usages pour ce qu'on appelle les indigenous people and local communities, et ça recroise aussi l'importance des valeurs de la nature. Alors c'est vrai qu'on est peut-être moins concerné par ces questions en France, et que ça concerne notamment beaucoup ce qu'on appelle les Global South, mais tu le montres aussi très bien, tout est interconnecté dans un monde globalisé, et que finalement, peut-être que ce que je voudrais souligner, c'est l'importance aussi de tous les changements des institutions au niveau politique. Ce n'est pas uniquement des questions sociales et économiques. Je pense qu'il y a une question aussi de la responsabilité des États et des gouvernements pour adopter effectivement des bonnes mesures et de montrer en quoi effectivement elles peuvent être à la fois durables et justes, et sur des scénarios qui soient aussi non seulement plausibles mais désirables. Donc je sais que ça aussi tu l'attaches. Je reviendrai quand même sur un des points quand tu parles des zones intactes. Cette notion d'intact, j'aimerais bien que tu la précises. Quels sont les... Dans un des scénarios, tu sais, sur les... Oui, tu vois, parce que sur tout ce qui est connectivité, et moi, c'est quelque chose, j'arrive pas à bien comprendre quelles sont les zones sur notre planète qui sont encore intactes. Donc, merci. D'abord, parce que j'ai oublié de dire que j'ai sélectionné parmi des évaluations de l'IPBES, et il y a certains que je n'ai pas mentionnés, donc ce que tu viens de mentionner, mais il y a aussi le tout nouveau qui vient de sortir, qui est sur les espèces invasives. Donc j'aurais pu aussi
le mentionner, mais dans le temps limité, il fallait faire un choix. Donc, il y a aussi un rapport qui a été fait sur la dégradation et restauration des terres que j'aurais pu facilement aussi incorporer dans ça. Donc, merci pour ça. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit. Sur la notion d'impact, vaste sujet sur lequel on a écrit un document pour les gouvernements dans la négociation pour les conventions sur la diversité biologique, sur lequel il n'y a pas de réponse simple et on peut passer beaucoup de temps sur ces questions-là. Donc, dans les modèles, c'est assez simple. C'est un indice où on va comparer un milieu naturel à un milieu transformé. Et on va calculer les différences entre les espèces qui sont dans ce milieu transformé par un milieu qui est non transformé, qui est l'état de référence. Donc, quel est l'état de référence? Je sais ce qu'il y a dans la base de données, mais c'est une question qui est extrêmement importante et pour laquelle, effectivement, les États, les gouvernements sont absolument pas du tout d'accord sur ces questions-là. Merci Paul. Donc, moi, je suis Ophélie Ronce, présidente du conseil scientifique de la FRB. Et du coup, moi, j'avais une question un peu générale. En fait, donc les défis que tu mets en avant sont des défis pour résoudre la crise de la biodiversité. Et en fait, moi, j'aimerais qu'on précise quel est le rôle dans la recherche dans la résolution de ces défis. Donc, par exemple, tu vois, par exemple, le problème des valeurs. Il y a une diversité de valeurs qui a été documentée par un certain nombre de chercheurs qui n'est pas prise en compte dans le processus de décision. Quel est le rôle ou la mission de la recherche dans changer cette situation? Est-ce que c'est faire plus de recherche sur les valeurs ou est-ce que ça veut dire redéfinir les missions du chercheur? Ou peut-être, est-ce que vraiment c'est une question de recherche ou est-ce que c'est une question d'investissement dans la formation, dans la vulgarisation, dans d'autres activités qui étaient aussi, qui modifient nos métiers et les missions de la recherche de plus en plus? Donc, il y a aussi vaste question. Donc, je prends juste un exemple. Dans le développement des scénarios, la question de valeur est extrêmement importante. Donc, dans le cadre de DIPES, l'une des raisons pour lesquelles on s'est penché sur la Nature Futures Framework, c'est que cette question de valeur, quelle est notre vision d'une meilleure planète pour la biodiversité et pour l'humain, cette question est directement liée avec les questions de valeur. Et donc, on a besoin de réflexion scientifique sur le développement des scénarios avec des parties prenantes sur cette question de valeur. L'autre chose, comment les valeurs vont influer sur les décisions politiques ou les décisions qui sont prises, par exemple, sur la planification territoriale, comment ces valeurs vont influer sur ces prises de décision. Et on a clairement une diversité de valeurs qui est extrêmement importante et du coup, de faire en sorte qu'on arrive à avoir une solution éventuellement partagée ou au moins en comprendre les conflits entre les différents acteurs à partir de leurs valeurs est extrêmement important dans cette réflexion sur le management territorial. Donc, avec un défi scientifique derrière. Donc, juste quelques exemples. Bonjour, Emmanuelle Gonzalez. Je travaille donc au Muséum national d'histoire naturelle et Sorbonne Université. Je suis directrice adjointe donc d'une unité de service de sciences participatives. Alors, j'avais une question sur, en fait, qu'est-ce que vous pensez justement de la volonté politique et est-ce que la volonté politique ne prime pas, je dirais, sur l'ensemble des autres acteurs? Je fais référence à ça par rapport à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les gardiens de la forêt. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce reportage, mais il y a une vraie volonté politique. Et ils ont réussi, grâce à cette volonté politique, à mettre en place des solutions pour préserver la forêt. Donc ça, c'est les peuples premiers. Et effectivement, c'est un exemple inspirant. Mais ne pensez-vous pas que, justement, la volonté politique prime par rapport
est première, on va dire, par rapport aux volontés donc des entreprises, des consommateurs. Merci. Donc, ce n'est pas à moi peut-être de s'exprimer sur ces questions-là. Je pense que les gens qui travaillent sur la gouvernance sont mieux placés que moi de répondre à cette question. Mais je pense que dans le rapport de l'IPBES, mais aussi dans la recherche, cette idée de gouvernance multi-échelle, et c'est le diagramme que j'ai montré de l'OECD, je pense que c'est loin d'être aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'il est extrêmement important d'avoir une politique publique au niveau national, au niveau territorial, qui est positive et pousse dans le bon sens, mais elle est loin d'être suffisant pour aller dans le bon sens. Et de l'autre côté, il y a énormément d'innovation et de réflexion qui sort d'une réflexion à l'échelle locale ou l'échelle territoriale, qui peuvent influer de façon très importante sur la réflexion de politique publique à l'échelle nationale ou plus globale. Donc, je pense que plutôt de dire que l'un est plutôt important que l'autre, c'est d'étudier les interactions entre ces différentes échelles de gouvernance et de comprendre comment on peut faire évoluer ça dans un sens positif. Et je pense que ça, c'est la réflexion qu'on va retrouver à la fois dans l'évaluation globale de l'IPBES, mais aussi sur ces questions de valeur. Merci. Bonjour, je suis Dimitri Justo-Allaire, chargé de recherche en planification spatiale à l'IRD. Et d'abord, merci pour votre présentation. J'aurais aimé avoir votre avis et votre expertise sur la question de l'exploitation minière. Et est-ce que, par exemple, l'IPBES a fait des projections sur l'évolution de cette menace, notamment dans le contexte actuel où on encourage de plus en plus la production de nouveaux véhicules électriques qui sont très consommateurs de métaux rares qu'on trouve en général dans les sous-sols tropicaux qui sont riches en biodiversité. Entre autres. Donc, non. Donc, cette réflexion, pour l'instant, n'est pas... la question d'exploitation minière est très peu abordée dans leur évaluation de l'IPBES. À l'échelle globale, c'est une surface qui est relativement faible, mais en termes d'impact à l'échelle régionale ou l'échelle locale, il peut être primordial. Et du coup, c'est une lacune. Donc, on peut le trouver un petit peu dans l'évaluation globale, mais et dans l'évaluation sur la dégradation et restauration des terres, mais il est assez peu présent. Et effectivement, c'est quelque chose qui est important, comme vous venez de souligner, surtout dans le contexte d'exploitation de nouveaux métaux, y compris dans le fond des océans. Merci beaucoup. Merci Paul pour la présentation et pour en fait une introduction sur certains aspects à plusieurs des tables rondes qui auront lieu par la suite. Donc on aura la possibilité de continuer ces discussions. Et maintenant, je vais laisser la place à Anne Gnotto, qui est responsable scientifique à l'Agence nationale de la recherche, notamment sur les thématiques des risques et de la biodiversité. Et Anne a une formation d'ingénieur des ponts et chaussées et a commencé sa carrière de recherche au CEMAGREF avant de rejoindre le ministère de la Transition écologique, qui ne devait pas s'appeler comme ça d'ailleurs à l'époque, pour lequel elle a travaillé sur le classement de réserves naturelles des lagons de l'île de la Réunion, ce qui l'a amené à se questionner sur la subjectivité en sciences et donc à approfondir ses recherches en psychopédagogie. Et là, elle va vous présenter le bilan des financements ANR depuis 2005. Et c'est une action coportée avec Aurélie Delaveau, que nous avons eu le plaisir d'entendre tout à l'heure. Merci Anne-Hélène. Je découvre l'utilisation de cette chose, donc j'espère que ça va marcher. Alors,
j'ai fait une première diapositive pour rappeler ce qui est en fait inscrit dans la plaquette que vous avez reçue à l'accueil. Les financements de la recherche sur la biodiversité assurés par l'ANR. Là, je vais surtout développer ce qui a été effectué dans le cadre du plan d'action de l'ANR, donc qui est récurrent chaque année. Mais il y a également un large programme d'investissement qui est assuré par le SGPI, par les plans d'investissement d'avenir de l'État, et qui sont pilotés par des équipes hébergées à l'intérieur de l'ANR. Et donc vous avez d'un côté à gauche là c'est un tableau récapitulatif en grands chiffres. À gauche, ce qui est attribué, ce qui est assuré, ce qui a été couvert par le plan d'action de l'ANR, et à droite, ce qu'on a recensé à l'intérieur des financements assurés dans le cadre de France 2030. Donc on est sur des démarches et sur des chiffres qui peuvent être assez variables, assez différents, mais en même temps sur des objets, des objectifs et des démarches qui sont aussi assez contrastés. On aura l'occasion d'y revenir plus tard dans la journée. Voilà, donc moi je vais surtout focaliser sur la partie de gauche et rentrer un peu plus dans le détail sur la partie de gauche. Donc au sein du plan d'action de l'ANR, on a fait un travail de analyse rétrospective. Depuis le début de l'ANR, c'était l'objectif, depuis 2005. C'est un travail qui a été piloté par un comité scientifique dans lequel il y a Sébastien Barrault, Line Le Gall et Didier Bazile. Alors Didier Bazile et Sébastien Barrault ne sont pas là ce matin. Didier Bazile n'a pas pu se libérer. À l'origine, quand on a organisé ce colloque, on devait le faire début octobre. Tout le monde était disponible et c'était super. Quand il a été question de décaler il y avait des contraintes qui étaient plus modifiables. Voilà. Donc, dans ce comité scientifique, il y avait également moi-même Aurélie Delaveau de la FRB, Antoine Morizot et Martin Planck. Alors, excuse-moi, Martin, pour l'orthographe de ton nom. Je me suis laissée inspirer. Voilà. Donc, l'origine du projet, c'est un constat conjoint entre le GET Biodiversité d'Allenvie, le conseil scientifique de l'ANR, le conseil scientifique de la FRB et l'ANR, d'établir ce bilan rétrospectif des recherches financées sur la biodiversité. Et donc, ça a fait l'objet d'une contractualisation. Et l'enjeu, comme on savait qu'on risquait d'avoir quand même pas mal de projets, c'était de voir si on pouvait conduire une analyse thématique sur les résumés de candidature. Donc, il s'agit là, non pas d'un bilan sur les recherches faites, mais sur les intentions de recherche. Voilà. Donc, vous avez vu dans les grands chiffres 1770 projets portés depuis 2005 jusqu'en 2022. Donc 4920 partenaires différents financiers, presque 700 millions d'euros d'aide alloués. Et une grande diversité d'appels, que ce soit Alors, vous verrez, globalement, on peut faire un lien entre tout ce qui relève de l'appel à projet générique depuis 2014 et ce qui, antérieurement, relevait d'appels thématiques ou des appels blancs ou non thématiques. Il y a également des appels qu'on appelle spécifiques, par exemple les chaires d'excellence ou des flashs ou des accueils chercheurs, mais dans l'enveloppe globale des projets financés, c'est finalement quelque chose d'extrêmement minoritaire. Une grosse part qui a déjà été soulignée ce matin, c'est les contributions des appels européens ou internationaux. Et puis, la production scientifique, Donc là, c'est une exploration qui est très sommaire. On aurait pu aller plus loin, mais là, on a manqué un peu de temps. Le travail d'analyse a été fait en 2 temps. L'essentiel de l'effort, comme cette exploration a démarré en 2020, on a porté notre effort majoritairement sur la période 2005-2019. Et donc, c'est ça dont je vais vous parler essentiellement aujourd'hui. Mais on a eu le souci de faire d'aller explorer s'il y avait une actualisation à faire, si on était dans une continuation des tendances observées sur 2005-2019, ou bien si, comme on l'a déjà un peu dévoilé tout à l'heure, il y a quelque chose qui se passe, il y a un changement qui s'opère sur cette période 2020-2022.
Et donc, dans ce travail un peu approfondi qu'on a fait sur 2005-2019, on a à la fois fait une analyse quantitative des grandes tendances et une exploration lexicométrique des thématiques de recherche envisagées par les candidats, dans les candidatures, par les porteurs de projets. Et puis, on a interviewé, on a enquêté auprès de 340. On a enquêté, en fait, tous les porteurs de projets biodiversité qui avaient répondu à l'appel à projet générique. Et on a reçu une centaine de réponses exploitables, dont je vous présenterai quelques résultats ici. En fait, ce document est en version provisoire actuellement en ligne. Normalement, vous avez le lien qui est inscrit dans cette plaquette-là. Et il sera actualisé dans les mois qui viennent pour y introduire les dernières actualisations en cours. Alors, j'espère que ce n'est pas trop indigeste. Des grands chiffres, on a une évolution. En fait, si vous regardez cette figure, il s'agit, ce qui est coloré en air graphique, ce sont le nombre de projets biodiversité financés, alors en jaune, dans le cadre des appels thématiques ou non thématiques, puis le relais étant pris par l'AAPG, donc l'appel à projet générique. Et en bleu, donc cumulé par-dessus, c'est ce qui est pris en charge par les appels à projets internationaux et européens. Et la courbe au-dessus est une courbe qui fait le ratio entre la totalité de ces projets financés, ces projets biodiversité financés par l'ANR, et la totalité des projets financés par l'ANR dans le cadre de l'ensemble de ces appels. Ce qui est intéressant à regarder, c'est que on a évidemment la période 2014-2015 qui enregistre une chute dramatique du nombre de projets financés, qui est à peine compensée par les appels européens. Et ça, c'est global sur l'ensemble des projets financés par l'ANR. Ce n'est pas une spécificité biodiversité. Ce qu'on voit sur cette période 2005, on va dire 2019, c'est qu'en fait, il y a des fluctuations interannuelles fortes, certes, mais on oscille globalement autour de 6,3% de projets biodiversité financés par l'ANR sur l'ensemble de ces projets. Et ce qui est assez frappant, c'est cette période 2020-2022 où on a une remontée forte et une augmentation même de la part des projets biodiversité. On passe de 6,3 à 8,3, c'est pas neutre. Donc il s'est passé quelque chose. Alors on va y revenir sur les différents quelque chose. La période 2022, donc c'est une augmentation forte du nombre de projets. On a pratiquement un doublement quand même du nombre de projets financés par an sur cette période. Et on peut s'interroger, et ça méritera d'être suivi dans le temps, est-ce qu'on est sur une stabilisation ou une nouvelle baisse? Tout dépendra de comment les lois de programmation pour la recherche se poursuivront et des moyens qui y seront alloués. Mais ce qu'on voit et ce qu'on observe, c'est... il y a quand même, donc là, j'ai remplacé la courbe qui était un ratio par une courbe de l'ensemble des projets financés par l'ANR. Donc là, du coup, c'est l'axe de droite qui relate ces chiffres. Et ce qu'on voit bien, c'est que l'ANR a connu une tendance à la baisse de l'ensemble de ces projets financés. Donc, de ces appels thématiques et blancs et de ces appels européens jusqu'en 2014-2015 et depuis 2015, une réaugmentation progressive. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le pic de 2021 est lié à l'augmentation massive des budgets, mais également à une très forte augmentation, en tout cas pour ce qui concerne les projets biodiversité, une très forte augmentation des appels européens internationaux. Notamment, il y a eu 2 appels Biodiversa, il y a eu 2 appels Prima. Donc voilà, on a un contexte qui a été particulièrement atypique, on va dire, par rapport à la période, à la tendance 2005-2019. Quoi qu'il en soit, on est sur une moyenne de 23% de part d'appels européens en termes de nombre de projets et en termes de finances sur l'ensemble des projets biodiversité. Donc la part internationale est quand même extrêmement importante, pèse un poids très lourd dans le financement de la biodiversité, des projets biodiversité en France.
Alors, les principaux appels, ce que je vous présente ici, c'est, là on a vu les grands chiffres en général, à quels appels tous ces projets émergent-ils? Ce qu'on observe, c'est que sur la période 2013 plutôt, donc avant l'appel à projet générique, il y avait globalement les appels thématiques et les appels non thématiques. Ce qu'on a observé, c'est probablement un tropisme des projets vers les appels thématiques. Alors peut-être que c'est lié à des habitudes antérieures à la mise en place de l'ANR et que finalement, au fil des années, en fait, ce qu'on voit, c'est que quand les appels européens et internationaux arrivent, ils ont une composante thématique forte. Et il y a une migration des projets qui quittent, enfin, il y a une baisse des réponses aux appels blancs pour aller vers ces appels thématiques ou européens. Donc, voilà, ça laisse penser qu'il y a un tropisme naturel plus vers des appels thématiques. En tout cas, c'est intéressant à garder à l'esprit. Il y a donc, on voit apparaître l'importance majeure de biodiversité dès sa création. Ensuite, sur la période 2014-2019, on est sur... alors, ce qui est intéressant à noter, entre 2014 et 2019, 500 projets financés essentiellement par l'appel à projet générique, 78%. Et 2020-2022, on a presque le même nombre de projets, vous voyez, sur une période quand même sensiblement différente en nombre d'années. Et où là, la part de projets financés par l'appel à projet générique est différent et a sensiblement baissé puisqu'on passe de 78% à 69%, donc 10% de moins presque. Et sur ces deux périodes, ce qu'on observe, c'est que ce sont les thématiques terre vivante et biologie des organismes qui sont les deux principaux guichets en termes d'appel à projet générique, disons, qui vont accueillir, récolter les plus fortes candidatures de projets biodiversité. Avec une évolution sur 2020-2022 où on constate que la proportion de projets émergents au secteur biologie des organismes a augmenté fortement. Voilà. Alors, on a conduit donc une analyse lexicométrique de l'ensemble des résumés de candidatures de ces projets à l'aide d'un logiciel Eramutech qui a été développé par un chercheur de Toulouse. Et ce qu'on observe, c'est que le vocabulaire, pendant toute la période 2005-2019, il y a des choses assez étonnantes qui ressortent. D'une part, c'est le dernier point, en fait, il y a peu de variations temporelles. Il y a une espèce de... La structuration thématique qu'on met en évidence est peu variable temporellement. En tout cas pas de façon suffisamment significative pour qu'on puisse constater qu'il y a eu des mécanismes, des phénomènes de rupture dans les développements thématiques des projets. Par contre, ce qu'on voit bien, c'est que la thématique biodiversité, elle, augmente en densité de termes, d'enjeux rapportés. Et sur cette période 2005-2019, les termes majoritairement utilisés sont les termes espèces et population, et ils sont structurants sur la construction des projets. Alors que sur la période 2020-2022, même si le mot espèce revient tout le temps dans les projets et que c'est le premier mot employé, en fait, il n'a plus de fonction structurante. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'est passé, il y a une modification de la construction des projets. Un autre point important, c'est dans l'analyse thématique, c'est qu'on observe qu'il y a deux univers disciplinaires qui sont portés. D'une part, biologie des organismes, tout ce qui est biologie de l'évolution, et d'autre part, tout ce qui est approche biodiversité et écosystémique, comme si ces deux univers-là ne se partageaient pas, ne cohabitaient pas, enfin coexistent, mais ne collaborent pas réellement. Il n'y a pas non plus sur cette période-là d'émergence particulière. Alors on me fait signe qu'il faut que je finisse. Donc je vais aller très vite. L'interdisciplinarité, il semblerait qu'elle ait baissé
entre la période 2005-2019 et puis la période 2014-2019 pardon, et la période 2020-2022 légèrement baissé. On était à 17% de projets interdisciplinaires au sens interdisciplinarité forte, c'est-à-dire qui traversent les grands domaines scientifiques codifiés par l'ERC. Mais on a une interdisciplinarité intrachamp qui est assez élevée, c'est les chiffres entre parenthèses. Ensuite, dans l'enquête menée auprès des porteurs de projets, on confirme donc que les deux univers... Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai envie de dire sur ce truc-là? Oui, les habitats principalement étudiés sont les habitats anthropisés, les forêts et zones humides, et puis les zones côtières. Et la biodiversité est étudiée essentiellement sur la période actuelle, en remontant jusqu'à 1600, mais en gros l'Anthropocène, et sur les prospectives et scénarios. Il y a peu de recherches antérieures, et ça, il semblerait que ce soit une chose qui ait beaucoup changé sur la période 2020-2022, mais ça reste à confirmer. Et les objets biodiversité ont été étudiés selon le modèle de Noss, mais je vais passer ça. Les partenariats, ça me semblait important aussi de le dire, on est sur un domaine où on est beaucoup entre soi, beaucoup, c'est la majorité des projets qui travaillent entre chercheurs, dans des collaborations académiques. Il y a peu de collaborations avec des acteurs, des porteurs d'enjeux, il y en a, mais peu. Et on a distingué dans l'enquête qu'on faisait le degré d'interaction, que ce soit collaboration où il y a vraiment une co-construction et une coopération totale sur l'ensemble du projet, que ce soit de l'implication où là on est plus sur des informations chemin faisant, on va dire, la consultation où là on intègre une partie des choses, et puis l'information où c'est juste on vous explique ce que c'est et puis c'est tout. Voilà. Et il y a 19 grandes catégories de partenaires, mais voilà, les collaborations majoritaires sont académiques, y compris à l'international. Voilà. 2005-2019, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est un continuum, malgré un changement programmatique fort en 2014. On a deux univers scientifiques qui coexistent, mais qui semblent ne pas se croiser véritablement. Une montée régulière de la thématique de la biodiversité. Très peu d'interdisciplinarité forte, notamment avec les SHS. Les collaborations sont principalement académiques. Et puis, on a peu d'émergences nouvelles, et sauf sur les toutes dernières années, vers 2018-2019, on observe des hybridations scientifiques, notamment, par exemple, sur l'ADN environnemental, qui émerge des travaux en matière de génomique et qui vient s'appliquer dans le champ de la compréhension et de la connaissance des écosystèmes. Et du coup, 2020-2022 apparaît comme une période charnière, ça reste à confirmer, mais avec des effets de contexte qui sont quand même multifacettes et qui demandent à être confirmés. 2014, on était sur une charnière due à un changement programmatique. Aujourd'hui, on est sur une charnière qui n'est pas le fait d'un changement programmatique, mais d'un ensemble de facteurs de contexte qui peuvent avoir profondément, point d'interrogation, modifier le paysage de la recherche, en tout cas des mobilisations et des projets scientifiques. Voilà. Donc la suite sera dans l'actualisation. C'est pour vous donner envie de la consulter pour plus tard. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Anne. On a peut-être le temps pour une question, parce que sinon on va prendre trop de retard. Mais ensuite, il y a la pause, donc on pourra continuer les questions. Ou alors les garder pour les tables rondes où on va revenir sur un certain nombre de thématiques. Merci beaucoup pour votre présentation. Je suis Jean-Denis Vigne, je suis CNRS Muséum national d'histoire naturelle et je suis coordinateur du pôle national de données de biodiversité. Et j'ai été avant, et c'est l'objet de ma question, j'ai été avant coordinateur d'un LabEx. Donc je voulais vous demander, alors, les LabEx ont fonctionné de manière assez diverse et continuent à fonctionner d'ailleurs, me semble-t-il. Enfin, le nôtre s'est arrêté. Mais je pense que c'est assez intéressant, peut-être en complément de ce que vous avez présenté, de regarder les appels à projets internes des LabEx qui concernent évidemment des projets moins structurants sans doute, mais tout aussi importants pour la communauté scientifique. Et je voulais savoir si votre bilan ici tenait compte de ces projets internes. Je crois que
c'est sans doute pas le cas parce que ça serait un énorme travail, mais si vous envisagiez peut-être d'étendre le descriptif à ces projets internes je dirais, de plus faible financement. Là, le travail qui a été présenté est vraiment un bilan sur le plan d'action, sur le plan d'action de l'ANR. Donc effectivement, on n'a pas intégré le travail, les travaux et les impacts de France 2030 ou des PIA. Ça va être abordé, je pense, par Stéphanie ce soir à la table ronde sur l'innovation, puisque là, on est sur des leviers qui visent à agir sur les communautés, comme vous l'avez dit, avec un impact de structuration. Donc on en reparlera, je pense. Mais Stéphanie, tu veux intervenir peut-être? Non? Ok. Du coup, je suis vraiment désolée. Mais on reprend à 40. Donc, c'est bien ça? Non, je dis des bêtises. Non, c'est ça, 10h40. Donc, je vous invite à aller prendre la pause et qu'on continue la discussion par la suite. Désolée, Xavier, ce n'est pas contre toi. Merci de reprendre vos plans rapidement. Je sais que c'est difficile. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas tous vus. Mais la suite de programme est également alléchant. Enfin, j'espère que vous le prenez comme ça. Donc, notre prochaine oratrice est Ophélie Ronce, qui est directrice de recherche CNRS à l'Institut des sciences de l'évolution de l'Université de Montpellier. Et elle a travaillé depuis de nombreuses années maintenant, on peut dire, sur l'évolution des espèces face aux changements globaux. Elle a été présidente de la Société européenne de biologie évolutive en reconnaissance de ses travaux. Et elle est actuellement présidente du comité scientifique de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Et c'est à ce titre qu'elle va nous présenter les résultats de la prospective conduite par l'Alliance à l'Envie et la FRB. Merci Anne-Hélène. Merci aux efforts conjoints de l'ANR, l'Envie et la FRB pour organiser cette journée. Moi, je trouve ça particulièrement pertinent de effectivement coupler une réflexion sur le bilan d'une quinzaine d'années de projets de recherche et les perspectives pour le futur. Du coup, c'est la saison des prospectives pour pas mal d'organismes ou de structures. Donc, je voulais aussi mentionner, je vais vous parler aujourd'hui de la prospective qui a été rédigée conjointement par un groupe de travail de l'Envie et le conseil scientifique de la FRB et la FRB comme un porteur fort de ce document. Je trouve ça intéressant de comparer ces travaux de prospective. Donc très récemment aussi est sorti un cahier de prospective qui vient de CNRS Écologie Environnement, parce qu'il faut l'appeler comme ça maintenant, désormais. Donc il n'est pas du tout le même format, parce que c'est 300 pages et ce n'est pas le même processus pour arriver à une prospective scientifique. Mais ce qui est intéressant, c'est intéressant aussi, et ce qui est intéressant, c'est de voir les choses communes qui remontent de ces exercices, parce que peut-être on peut en avoir l'impression que ce sont des messages forts de la communauté. Et c'est intéressant aussi de discuter des petites différences qui viennent de perspectives différentes des organismes qui organisent ces prospectives. Donc moi, je vais vous parler de la prospective de la FRB pendant les 15 prochaines minutes. Donc, une des caractéristiques justement de cette prospective et une de ses caractéristiques intéressantes, c'est qu'elle dépasse les limites d'organismes ou d'instituts particuliers, puisque la mission de la FRB, c'est effectivement de faire un petit peu communauté au niveau de toutes les communautés de recherche différentes qui travaillent sur les questions de biodiversité. Et du coup, de nombreuses personnes, de nombreux organismes ont contribué à cette prospective. Elle a été coordonnée surtout par des personnels de la FRB et notamment par Denis Couvet, Aurélie Delaveau, Joseph Langridge et Hélène Soublé, qui ont assuré la coordination. Mais il y a eu beaucoup de contributions, à la fois du groupe de travail de l'Envie, du CS, de la FRB, des deux mandatures précédentes, et puis des contributeurs plus ponctuels.
Une caractéristique de cette prospective, c'est que c'est une prospective pour la recherche française, mais qui est inscrite dans un contexte qui est résolument très international. Et donc, la présentation de Paul Lédé ce matin a aussi situé ce contexte qui est assez fortement porté par la FRB. Avec notamment en termes de concomitance nos travaux qui se sont chevauchés largement avec les activités de négociation d'un accord mondial sur la biodiversité qui a eu lieu à Montréal et dont on a parlé aussi Paul ce matin, avec 4 objectifs ambitieux et 23 cibles qui concernent la conservation, l'utilisation durable, le partage de la biodiversité et aussi les moyens de mettre en œuvre ces différentes cibles. Donc ça a été un cadre assez structurant et fort dans cet exercice de prospective, ainsi que les travaux mentionnés par Paul aussi ce matin de l'IPBES et de l'UICN et d'autres organismes internationaux. Une autre caractéristique qui fait un peu l'originalité de cette prospective par rapport à celle que peuvent conduire d'autres organismes, c'est que je pense qu'elle s'inscrit dans une perspective d'action très forte. Et justement, c'est l'objet aussi de débat qu'on a eu au sein du CS ou avec la FRB. C'est-à-dire que le positionnement de cette prospective de recherche, c'est de partir de la crise de la biodiversité comme vraiment en fait un élément fondateur de l'existence des sciences de biodiversité. Donc on a eu des débats là-dessus, par exemple, est-ce que les sciences du climat et la crise climatique, quel est le positionnement, est-ce que sont vraiment fondateurs ou est-ce que ce sont des événements d'actualité qui ont effectivement structuré fortement une communauté scientifique et orienté vers un mode de recherche qui est dirigé vers l'action et vers la nécessité d'avoir un impact sur la société. Et donc avec une vision des recherches comme devant éclairer la décision et pour cela nécessitant forcément une multidisciplinarité forte et une transdisciplinarité, l'inclusion d'acteurs en dehors des sphères académiques dans la recherche, et puis des modes de recherche originaux et transformateurs avec la recherche-action, la co-construction et les sciences participatives. Cette perspective, elle est organisée avec autour de le texte lui-même est organisé autour de 5 axes de travail qui sont peut-être je ne vais pas détailler tout de suite, mais on va revenir sur ces axes. Et ce que je vous propose de faire dans cette présentation, c'est vous parler un petit peu de certains thèmes qui remontaient comme des pistes particulièrement intéressantes, mais aussi mentionner des travaux récents, que j'ai essayé de choisir, très récents, qui ne sont pas forcément des perspectives de recherche, ce sont des travaux terminés, mais qui sont inspirants et enthousiasmants et qui, pour moi, nous donnent un petit peu une vision de où pourrait aller le futur de la recherche sur ces questions et qui nous font réfléchir. Donc, je voulais aussi célébrer l'enthousiasme et l'intérêt, la curiosité que nous éveillent ces travaux de recherche. En tout cas, je voulais partager ça avec vous aujourd'hui. Alors, le premier axe, assez classiquement, il rappelle que en fait, les recherches en biodiversité, il faut continuer de décrire, explorer et comprendre la biodiversité, qui est un objet éminemment complexe et encore extrêmement mal connu, avec une nécessité d'inventaire à continuer, avec une grande partie de la biodiversité qui est juste totalement actuellement pas décrite et qui disparaît avant même qu'on connaisse son existence. Avec sur les mécanismes toujours plus d'efforts à mettre en avant pour comprendre les réseaux d'interaction entre les êtres vivants à différents niveaux. Oui, sur les inventaires aussi, ce que je voulais dire, c'est que ces inventaires de diversité à différents niveaux d'organisation qui sont aussi nécessaires, pas simplement au niveau spécifique, mais aussi comprendre la diversité infraspécifique et comment elle s'articule et comment elle joue et comment elle interagit avec ces interactions. Beaucoup d'enjeux autour des mécanismes de l'adaptation et notamment cette intégration encore malheureusement pas très bonne entre les sciences de l'évolution et les sciences de la biodiversité des écosystèmes qui sont pourtant identifiés comme des enjeux de recherche majeurs depuis assez longtemps et qui malheureusement ne structurent pas encore complètement les communautés. Et puis toujours des questions qui sont liées sur les relations diversité-fonctionnement qui mobilisent
en fait, ces différentes choses. Donc ce que je voulais mettre en avant, c'est que en fait, les 15 dernières années, et ça a été un peu aussi évoqué dans la présentation de ce matin, le champ de ces recherches en termes de description, d'exploration et de compréhension de la biodiversité a effectivement été fortement impacté par des révolutions technologiques, notamment à l'accès à des données de génomique, de métagénomique, d'ADN environnemental, qui nous permettent d'accéder à des compartiments de la biodiversité qui étaient, il y a 15 ans, largement encore complètement méconnus. Donc en fait, on a eu cette révolution, notamment, un exemple dont je voulais parler, c'était toutes les recherches sur le microbiote, qui sont devenues un thème majeur, mais qui étaient encore, il y a 15 ans, des champs totalement émergents. Et donc l'exemple dont je voulais parler, en fait, s'intéresse à chacun de ces aspects-là sur un exemple de recherche. Donc c'est un travail qui a été réalisé sur une plante commune qui est Arabidopsis thaliana, qui est la petite arabette, qui est une plante à la fois commune, mais qui est devenue un modèle en termes de génétique des plantes, mais avant d'être un rat vert de laboratoire. C'est aussi une espèce qui a une écologie et qui est en interaction avec plein d'autres espèces bactériennes et d'autres espèces de plantes. Et ces travaux dont je voulais vous parler sont des travaux qui, en fait, intègrent à la fois des aspects de génomique et d'écologie de manière tout à fait inspirante, je trouve. Et notamment, ce qu'ont trouvé ces auteurs en étudiant un grand nombre de populations naturelles de cette espèce, c'est que, en fait, le génotype de la plante hôte, donc des variants génétiques qu'on trouve au niveau du génome de Arabidopsis, explique une grande partie du diversité du microbiote qu'on trouve sur les feuilles de la plante ou dans la rhizosphère de cette plante, et aussi explique en grande partie, et plus que beaucoup de facteurs écologiques, la composition en pathogène qu'on trouve sur les feuilles de sa plante ou dans la rhizosphère. Et cet effet de la génétique de la plante sur l'écologie d'interaction qu'elle a avec une des communautés complexes, est également elle-même complexe parce que cette architecture génétique varie selon les saisons. Et donc, en fait, c'est, je trouve, un exemple d'une intégration particulièrement intéressante qui montre que la diversité infraspécifique et interspécifique sont en interaction complète et qu'on a les moyens de voir ces interactions et ces flux grâce à des révolutions technologiques, mais aussi grâce à des concepts forts de l'écologie et des sciences de l'évolution. Alors, le deuxième axe s'intéressait à la biodiversité face aux changements globaux. Donc ça, c'est une thématique un peu aussi classique et devenue majeure en fait dans les champs de domaine de l'étude de la biodiversité. Et donc, effectivement, ce que met en avant la prospective de texte de prospective, c'est la nécessité maintenant on a passé beaucoup d'énergie à essayer de documenter l'effet de chaque pression dont a parlé Paul au départ, et qu'on peut identifier que désormais, en fait, on a besoin aussi de comprendre les effets des synergies, des antagonismes entre ces pressions et les interactions entre elles. On a des enjeux particuliers, ça a été aussi mis en avant par la présentation de Paul ce matin, sur la compréhension de l'impact des systèmes de production alimentaire et plus généralement sur la biodiversité, avec tout un tas d'enjeux de recherche liés à ces impacts. Et puis des thématiques émergentes dont je ne vais pas parler beaucoup, mais qui sont extrêmement importantes. Une seule santé qui lie la santé des humains et des populations à la santé des écosystèmes et à la biodiversité. Et donc, dans ces thèmes de recherche, dans ces recherches que moi j'estime être quand même quelque chose qui a été fortement impactant dans les 15 dernières années, c'est l'usage assez critique, le recours à la documentation des impacts de ces changements globaux sur la biodiversité et des changements d'état de la biodiversité grâce aux sciences citoyennes et participatives qui permettent d'avoir des visions extrêmement larges à des échelles inégalées jusqu'à présent, en impliquant la société avec des bénéfices en termes également de vulgarisation, mais aussi d'implication des citoyens dans la recherche et de résolution de la crise en impliquant plus que le monde académique. Et notamment, ça, on en a parlé aussi beaucoup, la nécessité d'utiliser des scénarios, ce qui a beaucoup été fait dans les 15 dernières années et même, je dirais, dans les 20 dernières années au propos de l'impact des changements globaux sur la biodiversité. Et dans ces scénarios, la nécessité dans l'avenir de les co-construire plus pour effectivement imaginer des solutions et des avenirs positifs là-dessus. Alors, ce dont je veux vous parler,
sur ce thème-là en termes d'études. C'est une étude récente qui est sortie sur l'impact notamment de changement d'usage des sols sur la composition, enfin sur un certain nombre de dynamiques démographiques d'oiseaux communs. Donc des données issues c'est le plus gros jeu de données probablement analysé sur ces questions au niveau européen avec 170 espèces, 20 000 sites suivis pendant 37 ans dans 28 pays par énormément de personnes qui contribuent à ces suivis sur des tendances de différentes espèces d'oiseaux. Et donc, ce qu'ont fait ces auteurs dans cette étude, c'est regarder finement la dynamique temporelle de plein d'espèces inféodées à différents milieux. Donc, là, je vous donne l'exemple des oiseaux inféodés au milieu agricole qui subissent un déclin extrêmement fort, et ça, c'est documenté depuis des années. Et en parallèle, d'avoir des indicateurs du degré d'intensification de l'agriculture par la couverture de surface en agriculture intensive. Et ça, c'est qualifié via la quantité d'intrants, de pesticides et de fertilisants qui sont utilisés dans les modes opératoires de ces exploitations dans 28 pays. Et grâce, donc ils ont fait ça pour plein de groupes d'oiseaux et plein d'autres types d'usages des sols. Et grâce à des outils mathématiques assez sophistiqués qui permettent de comparer les dynamiques temporelles et d'arriver à ce qu'ils appellent de la quasi-causalité, c'est-à-dire d'attribuer les changements à un certain pas de temps dans une dynamique au changement dans la dynamique d'une autre variable à un pas de temps précédent, ils arrivent à attribuer des effets. Et donc, en fait, ça permet de voir comment, effectivement, en fait, les changements d'intensification de l'agriculture sont un facteur majeur dans la dynamique de nombreux groupes fonctionnels d'oiseaux communs et qui ont un effet beaucoup plus fort en fait, que potentiellement d'autres types de changements. Ça permet aussi d'attribuer, donc là vous avez en bleu ou en rouge, des effets positifs ou négatifs sur différents groupes fonctionnels d'oiseaux en fonction des changements de surface, de forêt, du dynamique d'urbanisation et aussi des changements de température. Et ça permet un peu d'identifier aussi les perdants et les gagnants de ces changements globaux. Pas encore vraiment de regarder les interactions entre ces différents ces facteurs de pression. Mais voilà, j'ai trouvé cette étude particulièrement intéressante. Donc ça fait partie des études qui montrent encore une fois le constat de l'impact des pressions. Maintenant, comment est-ce qu'on passe de ce constat-là à des actions de recherche un peu transformantes? Alors, je voulais vous parler aussi une autre manière de faire de la recherche qui est des développements de systèmes de recherche-action. Donc, expérimentation avec la zone atelier Plaine et Val de Sèvres, qui est une expérimentation à ciel ouvert particulièrement intéressante, qui couvre une zone de 450 km². Donc, en général, les zones ateliers sont des choses effectivement qui, pour l'avenir, semblent particulièrement prometteuses pour la recherche sur la biodiversité. Et du coup, au sein de cette zone atelier, il y a des expériences qui sont faites avec les agriculteurs et avec différents acteurs de ces communautés, à la fois assez classiques sur l'effet du paysage sur la biodiversité, mais aussi sur l'effet de la biodiversité sur la production et le revenu des agriculteurs, et aussi des expériences, par exemple, de circuits courts d'alimentation qui permettent de renouveler les interactions entre les chercheurs, les acteurs du territoire, pour favoriser la transition agroécologique. Alors, un autre axe assez classique concerne la protection et la restauration de la biodiversité. Donc, Paul a mentionné un certain nombre de problèmes de recherche assez difficiles sur les enjeux spatiaux, la planification spatiale, qui sont assez classiques aussi et qui nous ont beaucoup occupés dans les 15 dernières années, mais avec des questions toujours assez difficiles, hein, notamment pour aller vers l'opérationnalité. La nécessité de conduire et continuer à conduire des recherches pour évaluer et transformer les pratiques de conservation. Et puis, l'accompagnement de la recherche des approches basées sur les écosystèmes ou les solutions fondées sur la nature, où on a notamment, par exemple, un nouveau PEPR qui va se lancer, qui est consacré à ça, avec des besoins de recherche pour soutenir, en fait, effectivement, la légitimité et l'efficacité, en fait, de ces solutions. Alors, dans les questions qui sont évoquées dans cette partie de la prospective, il y a les questions aussi de nouveaux modes de gestion de type libre évolution, la gestion adaptative, la définition des états de référence dont on a parlé aussi ce matin, et globalement la nécessité de prendre en compte les rétroactions entre humains et non humains. Et donc l'exemple dont je voulais vous parler, c'était une étude de revue systématique assez intéressante
qui a été menée sur 169 cas d'études avec des objectifs de conservation, et où ils ont regardé à la fois si dans ces cas d'études, à quel point les objectifs de conservation avaient été efficacement remplis, et à quel point cela s'était fait au détriment ou au bénéfice des populations locales. Et donc en cherchant quelles conditions favorisaient du plus, c'est-à-dire qu'on avait à la fois de la conservation efficace et des avantages pour les populations locales, et quel pourcentage de cas on avait des plus-moins, c'est-à-dire des trade-offs, ou du moins-moins, c'est-à-dire qu'on a raté sur les deux plans. Et donc, en fait, ils ont identifié par cette revue systématique que le mode de gouvernance était un facteur explicatif majeur du succès de ces actions de conservation. Savoir que, en fait, quand le mode de gouvernance impliquait les communautés locales, on avait beaucoup plus de chances d'avoir du succès à la fois sur l'efficacité de la conservation et sur le bien-être des populations locales. Et quand on avait une gouvernance externe, on avait beaucoup plus de chances que les deux échouent. Donc l'avant-dernier axe concerne les changements transformateurs. Alors ça, c'est là où on est peut-être encore le moins à l'aise, parce que en fait, la recherche s'intéresse à ces questions, mais peut-être aussi de manière assez nouvelle. Et donc, dans cette partie de la prospective, on discute effectivement de questions de diversité des valeurs qu'a mis en avant Paul, des modes de gouvernance, des jeux d'acteurs, de comment la recherche peut accompagner à construire les transitions, des effets systémiques, des relations entre les niveaux de protection nationaux et internationaux ou de la biodiversité, et de comment faire que le partage d'avantages marche enfin en réformant sa conception. Donc là, effectivement, c'est dans ce cadre-là qu'on parle des approches intégrées Nexus, des mesures leviers, du rôle des scénarios, et notamment on a un petit focus sur la comptabilité environnementale comme un exemple d'accompagnement possible des transitions et des changements transformateurs. Alors je voulais vous parler, mais on en a déjà parlé ce matin, donc très rapidement, dans ce cadre-là, du programme scénarios territoriaux de la FRB, qui paraît particulièrement intéressant effectivement pour accompagner ces changements transformateurs en se plaçant à l'échelle locale, où c'est peut-être plus facile d'impliquer les acteurs dans la définition de scénarios, et qui a aussi une approche assez originale de combiner à la fois des modèles classiques qu'on a l'habitude un petit peu de développer en recherche, et puis des narratifs et des cartes cognitives qui sont des objets peut-être de discussion et de scénarisation plus originaux pour le monde de la recherche, mais qui ont des bénéfices nets en termes de communication avec les acteurs et surtout de propositions de scénarios futurs optimistes. Dernier point de l'infrastructure, l'un point de la prospective s'intéresse aux infrastructures de recherche, avec, comme d'habitude, des enjeux d'observation, de partage de données, de synthèse, de modélisation, de sciences participatives, et avec tout un tas d'opportunités méthodologiques qui se sont aussi développées dans les 15 dernières années. Et là, le point que je voulais faire, c'est vous parler du CESAB, qui est le centre de synthèse qui aussi dépend de la FRB, qui est localisé à Montpellier, et qui, pour moi, en fait, soutient un type d'activité de recherche qui émerge et qui est lié spécifiquement à la synthèse, c'est-à-dire pas à la production de nouvelles données, mais on produit tellement de données qu'on a vraiment beaucoup besoin de mettre de l'argent et des moyens dans analyser ce qui a été produit par la science pour en faire quelque chose d'utile pour la science et pour la décision. Donc il y a 33 groupes actifs actuellement sur des thématiques qui sont toutes absolument passionnantes. On a envie tous de savoir ce qui se passe dans ces groupes-là. Et je pense qu'il y a vraiment un enjeu, puisqu'on est là en train de parler de prospective, à pérenniser ce type d'infrastructure et à l'intégrer dans le dispositif de recherche de manière beaucoup plus stable, parce que ça rend un service qui est fondamental. Donc on fait ça à l'échelle de l'IPBES, mais on a besoin de le faire à plein d'échelles différentes et beaucoup plus fréquemment que ce qu'on le fait. Je vous remercie, je suis désolée d'avoir été trop longue. Merci beaucoup, Ophélie. On n'a pas vraiment des questions, désolée, mais gardez-les parce que beaucoup de ces thématiques-là vont être réabordées dans les tables rondes. Donc après, les échanges doivent se faire avec l'ensemble de la salle. Et je passe le micro qui fonctionne à Anne pour l'introduction des tables rondes. Donc, dans le projet du colloque, on rentre maintenant, on s'est mis à pied d'égalité sur les informations et maintenant on rentre dans ce qu'on vous propose de faire, c'est de commencer à réfléchir autour de 4 thématiques qui ont été identifiées par le comité de programmation de ce colloque. L'objectif de ces tables rondes n'est pas d'apporter des réponses, mais de démarrer une réflexion
et de problématiser en fait ces sujets pour identifier à quel point on a besoin d'aller les approfondir pour mieux répondre à tous ces sujets de prospective qui ont été soulevés là, à tous les défis et les challenges qui ont été épinglés, qui ont été pointés par Paul ce matin. Et donc là, l'idée, c'est de contribuer à un débat. Donc les animateurs de ces tables rondes ont, dans la plupart des cas, essayé de solliciter aussi bien des chercheurs du monde académique que non académique, puisque l'enjeu aussi, et ça a été redit par Ophélie, on a besoin de mieux approfondir cette articulation entre science, décision et société. Et donc là, voilà, l'objectif de ces tables rondes n'est pas d'apporter des réponses, mais bien de dresser un ensemble de questions à prolonger, à poursuivre pour plus tard. Voilà, et on espère que ça donnera envie aux animateurs futurs. Voilà, donc Aurélie va introduire les tables rondes. Alors peut-être très rapidement, merci aux animateurs et aux participants de venir prendre place, s'il vous plaît. Donc sur la première table ronde, les animateurs sont Rébimo, Sorbonne Université, spécialiste de philosophie de l'environnement et qui travaille sur des enjeux épistémologiques, éthiques et politiques de la transition écologique et sociale. Également Raphaël Madvé, CNRS, écologue et géographe, dont les travaux de recherche se situe entre écologie et sciences sociales, et Sylvain Pioche, qui malheureusement ne peut pas être là aujourd'hui, Université de Montpellier, qui est spécialiste en géographie, aménagement, littoraux et maritime. Et chers animateurs et chers intervenants, je vous laisserai présenter en tout cas les intervenants. Merci. Bien, oui, merci beaucoup de nous avoir confié cette tâche d'animation de cette table ronde intitulée donc valeurs multiples et arbitrage dans les territoires à différentes échelles. Alors valeurs, arbitrage, territoire, vous voyez tout de suite qu'il va être question dans cette session des façons de cohabiter entre les humains et les non-humains sur des espaces qu'ils partagent et de façon plus ou moins juste ou plus ou moins équitable. Donc il va s'agir d'aborder la biodiversité sous l'angle des relations d'interdépendance entre les sociétés humaines et les systèmes écologiques, les écosystèmes, que l'on se propose fréquemment, dorénavant, d'étudier